Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue. Vous écoutez aujourd'hui Charbon, le podcast qui s'inspire de ceux qui font, proposé par J'ai un pote dans la com. Dans Charbon, nous parlons inspiration, créativité, fougue, envie, travail, vision du monde, et tout ça sans bullshit, mais surtout avec beaucoup de bienveillance. Et dans ce nouvel épisode, toujours en partenariat avec Havas Startup Accelerator, nous recevons aujourd'hui Pierre-Alexis Bayen, qui est CEO et cofondateur de la startup Tactix. Salut Pierre-Alexis, comment tu vas ? Ça va super et toi ? Bah écoute, ça va plutôt bien, on est ravis de t'avoir avec nous sur ce nouvel épisode de Charbon. On va parler de Tactix, on va parler d'entrepreneuriat, d'innovation, tu vas nous raconter un petit peu d'où tu viens, ce que tu fais aujourd'hui et ce que propose votre solution. Pour commencer, si tu le veux bien, j'aimerais bien que tu me pitches Tactix aujourd'hui. En quelques mots, quelques phrases, qu'est-ce que c'est ? Ouais, bien sûr. Alors, nous, Tactix, en fait, on veut proposer une meilleure alternative aux groupes consommateurs ou focus group. Nous, notre mission, en fait, chez Tactix, c'est d'aider les équipes recherche, marketing, UX ou encore produits à découvrir et comprendre rapidement les besoins réels des gens afin, en fait, qu'elles puissent justement créer des produits, des services, des expériences de marque qui, in fine, leur correspondent réellement et qui impactent en fait positivement leur vie. Pour y arriver, on crée en fait une solution de recherche, un SaaS qui est complètement digital, qui en fait rend extrêmement simple et rapide la collecte et l'analyse de témoignages terrain auprès d'individus cibles. Donc voilà pour te présenter très rapidement justement ce qu'on fait chez Tactix. Ok, merci, c'est hyper clair. On va pouvoir parler un petit peu de toi aussi, d'où t'es venue l'idée, d'où est-ce que tu viens, etc. On me dit dans l'oreillette que tu es passé sur une formation à l'ESCP Europe. Exactement. Qui est une belle formation aussi, il faut le rappeler. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait après le lycée rapidement et comment tu es arrivé dans le monde de l'entrepreneuriat ? Donc moi, en fait, je suis yvelinois d'origine. J'ai grandi justement entre Maisons-Laffitte et Saint-Germain-en-Laye. Je sais pas si tu connais. Je repère à peu près. Super. Et donc en fait, jusqu'au bac, j'étais justement à Saint-Germain-en-Laye. J'ai intégré le SCP Europe après une classe préparatoire. Donc en fait, justement, un parcours qui était assez linéaire. Au tout début, en fait, lorsque j'étais à l'ESCP, je me voyais bien en fait faire une carrière en finance. En classe préparatoire, j'ai vraiment en fait découvert un certain goût, une passion pour les mathématiques. Et pour moi, c'était en fait au tout début la meilleure façon justement de continuer dans cette voie-là, à manipuler des chiffres, à aller sur tout ce qui est justement analyse. Donc en fait, j'ai commencé par travailler, à faire des stages en banque d'affaires. Donc j'ai commencé par travailler chez Deutsche Bank, notamment à Paris. C'était une expérience qui était extrêmement formatrice. On apprend véritablement justement à être rigoureux dans un univers professionnel. C'est quelque chose que je connaissais pas du tout avant. Mais en fait, je trouvais que je me marrais pas suffisamment dans mon stage. Et du coup, j'ai voulu profiter justement de ma césure pour faire quelque chose de complètement différent, qui était beaucoup plus tech, entrepreneurial. Et en fait, j'ai postulé dans diverses startups. Donc du coup, je rejoins justement une startup qui s'appelle You&I. Très rapidement, c'est une sorte d'Amazon des services, une application mobile en fait sur laquelle on peut trouver, réserver, payer n'importe quel type de prestation de service, un coiffeur, un massage, une réparation de vélo. Et en fait, c'est dans cette expérience-là que j'ai véritablement découvert le monde de la tech, de l'entrepreneuriat et plus largement en fait des nouveaux usages. Et c'est là aussi que j'ai rencontré les personnes avec qui je parle le plus d'entrepreneuriat, de nouvelles idées. Ça a été un véritable déclic pour moi parce que ça m'a vraiment en fait ouvert justement aux nouvelles idées. Ça m'a aussi créé un cadre qui était favorable pour échanger sur ce qui était bien, pas bien, sur ce qu'il fallait faire, pas faire, etc. Et c'est à partir de cette expérience-là, effectivement, que petit à petit, je me suis dit que je me verrais bien entreprendre. Et donc, j'ai ensuite, choisi mes expériences professionnelles pour justement préparer au mieux ce début de carrière dans l'entrepreneuriat. Donc, un parcours assez inédit, hein. On le sent assez marqué par les maths, en tout cas l'aspect un peu plus chiffre de l'entrepreneuriat, en tout cas de ce que toi tu fais aujourd'hui au sein de Tactix. La boîte, elle a quel âge aujourd'hui ? Alors, nous, on a créé Tactix avec mon associé, donc Barthélemy Dupont-Madinier, en mars dernier, donc mars 2021, donc on a un tout petit peu moins d'un an. On a commencé à réfléchir en fait à l'idée il y a à peu près 1 an et demi. C'est effectivement le temps de bien comprendre le marché, affiner l'idée, voir dans quelle mesure justement on était capable de l'exécuter rapidement et trouver aussi le bon moment pour se lancer. On a mis quelques mois à peu près pour justement décider de se lancer pleinement dans le projet. Là, on est à temps plein depuis mars dernier. On a essayé dans un premier temps le plus rapidement possible de mettre en exécution notre idée. Donc on a développé complètement en interne les premières versions de la solution. On a acquis aussi nos premiers clients et utilisateurs. Et aussi, on a profité en fait de cette phase de lancement pour avoir le maximum de feedback possible. Et donc aujourd'hui, on en est à un stade où l'entreprise tourne, on a des clients, on a de l'activité et on a de belles ambitions justement
à grossir sur les prochains mois. Entreprise assez jeune, paradoxalement, qui en même temps grossit bien, se développe pas mal. Pour une startup, c'est hyper intéressant, notamment sur la partie AdTech, tu vois, où il y a quand même pas mal de solutions existantes, il y avait déjà pas mal de personnes, de boîtes sur le marché. L'idée, votre promesse, c'est de comprendre plus rapidement ses clients. Concrètement, ce que vous proposez, c'est du quali plutôt que du quanti. C'est un vrai échange avec la personne qui va être questionnée, c'est ça, c'est d'avoir des retours un peu plus complets, efficaces. Ça sert à quoi concrètement ? Est-ce que demain, vous allez voir un client, vous lui expliquez votre solution, qu'est-ce que vous lui racontez ? Qu'est-ce que concrètement vous allez lui dire ? Quelqu'un qui est, tu vois, qui est directeur marketing ou directeur digital, qu'est-ce que vous lui racontez ? Aujourd'hui, on est dans un monde où c'est extrêmement facile d'avoir de la data sur des utilisateurs, sur des consommateurs, sur des clients. Et en fait, toute cette data, elle peut être extrêmement trompeuse pour les entreprises. On écoutait par exemple Macron la semaine dernière qui parlait justement de tous les problèmes qu'on pouvait avoir du fait de la décontextualisation, tous ces tweets, commentaires, likes qu'on est capable en fait d'avoir en instantané sur les réseaux sociaux. Et bien en fait, ça peut être extrêmement, trompeur, et surtout, ça donne pas spécialement d'informations sur qui sont les gens derrière, dans quel contexte ils ont dit ça ou exprimé ce besoin. Et nous, justement, on souhaite proposer une solution qui permet de comprendre réellement ce que ressentent les gens et dans un contexte qui soit le plus réel et authentique possible. Prenons un exemple. Si vous vendez, par exemple, des steaks hachés végétaux, vous voyez qu'en fait, tout le monde sur les réseaux sociaux disent que ce que vous faites, c'est génial, il y a rien à faire de plus. Pour autant, vous voyez que les ventes en fait décollent pas spécialement et que personne, in fine, recommande spécialement vos produits. C'est un vrai sujet pour votre entreprise et vous savez pas en fait pourquoi vous observez ces phénomènes-là. Nous, justement, on va vous permettre, en tant que directeur de marketing, de véritablement découvrir ce que pensent les gens à chaque étape de l'expérience, à chaque fois qu'ils consomment votre produit, pour savoir en fait ce qui est positif, ce qui est négatif, mais surtout qu'ils le partagent sur le moment. Et donc en fait, tous ces témoignages vont être remontés en temps réel sur une plateforme et en fait va vous aider à comprendre ce que vivent réellement les gens, ce que font réellement les gens dans leur quotidien, et pour que vous puissiez en fait avec vos équipes trouver les meilleures solutions à leurs problèmes. En gros, vous les sortez un peu du contexte des réseaux sociaux, vous les sortez un peu du contexte facile d'Internet au global pour qu'ils se mettent dans de bonnes situations pour répondre. On sera forcément influencé, c'est vrai, mais peut-être qu'on sort un peu du cadre et on peut peut-être plus facilement se livrer aussi avec votre solution. Je suis en train de regarder instructions, questions ouvertes, choix multiples, vidéo. Vidéo, c'est pas mal. Pour poser les questions, ça marche comment ? Exactement. Lorsque vous êtes en fait un participant à un projet de recherche sur Tactics, donc ça peut être une personne comme Pascal, 55 ans, qui travaille dans une DSI. Ça peut être aussi Marie, qui est en formation en data science sur Paris. Ça peut être, tout type de profil. Lorsque vous participez à un projet de recherche... L'exemple de data science, c'est pas monsieur, madame, tout le monde quand même. C'est, une personne que vous pouvez adresser. Donc, est-ce qu'on peut adresser quelqu'un qui n'a aucune affinité avec la tech ou la data, mais qui est simplement séduit par ce que vous proposez, par l'appli, et qui a envie de répondre à la question ? Vous les adressez ? Bien sûr. Nous, on cherche des utilisateurs participants qui sont en fait juste des personnes comme toi et moi, qui ont en fait des marques qu'elles ont envie d'influencer parce qu'elles utilisent leurs produits au quotidien, parce qu'ils aiment le projet de la marque et qui sont prêts en fait à s'engager dans des projets de recherche de façon sérieuse et authentique. Il faut un profil quand même malgré tout qui, comme tu le dis, qui a envie de s'engager. C'est pas du quanti, donc c'est pas on répond à un sondage et terminé. C'est vraiment quelqu'un qui a conscience de ce qu'on va lui demander, qui a envie de faire évoluer la marque pour le bien-être du consommateur final, j'imagine. Donc c'est quand même des profils qui sont assez ancrés dans les besoins consommateurs, les pratiques marketing des marques. Je pense qu'ils les comprennent et ça permet d'évoluer et d'avoir un sondage de qualité. Ouais, bien sûr. Nous, on essaie au maximum en fait de rendre justement l'expérience de participation à des projets de recherche la plus simple et transparente possible. On se rend compte tout simplement que les gens, ils sont très souvent en fait ouverts à l'idée de vous aider en tant qu'entreprise. Tout ce qui leur manque, c'est le sens, la compréhension en fait de l'utilité justement de ces témoignages. Et si vous arrivez justement à les rassurer, qu'ils acquièrent la confiance nécessaire pour vous aider. Et aujourd'hui, vous êtes incubé au sein de l'accélérateur d'Avast, c'est ça ? Exactement. J'aimerais bien que tu me racontes un petit peu la sélection, en tout cas ce moment un peu clé. Déjà, l'idée principale. Est-ce que vous vous êtes dit, il faut qu'on se fasse incuber, c'est une étape clé ?
ou c'est venu un petit peu comme une opportunité, on s'est dit il y a peut-être quelque chose à faire auquel on n'avait pas pensé. Voilà, comment ça s'est présenté? Donc nous, on s'est créé, début 2021. On savait exactement ce vers quoi justement nous voulions aller et on avait très clairement en fait défini des objectifs et on avait aussi identifié les difficultés qu'on rencontrait. On a cherché justement des structures d'incubation et on est tombé sur le programme justement de l'Ava Startup Accelerator à Station F. Et tout de suite, on s'est dit que pour nous, c'était la meilleure option pour en fait rendre Tactics, le plus cool possible et le plus rapidement possible. Ce qu'on a aimé surtout au sein de l'accélérateur, c'était la transparence qu'on a trouvée en fait sur les sujets, les problématiques sur lesquelles on allait travailler pendant l'année. Nous, on a été sélectionnés sur 2 problématiques qui en fait correspondent à globalement un appel à projet en fait. Avas fait un appel à projet avec des problématiques associées. Elle regarde en fait sur le marché les startups les plus à même d'y répondre. On a postulé, on a été sélectionné sur 2 problématiques, une problématique plus orientée retail et une seconde plus orientée publicité. Et donc en fait, pendant toute l'année, on devient partenaire de recherche de 2 agences du groupe Avas. Ouais, ça marche avec des agences qui vous accompagnent, avec qui vous bossez. Exactement. Donc on a été extrêmement rassurés en fait sur ce sur quoi on allait travailler au sein de l'accélérateur, ce qui est pas toujours le cas lorsqu'on rejoint l'incubateur. Ça peut être aussi un petit peu flou. On sait pas toujours justement ce qui va se passer de façon extrêmement concrète. Donc nous, on a aimé justement cette transparence, cette capacité à se projeter pendant l'année. Et quelles sont les agences avec qui vous travaillez là? Nous, on travaille avec 2 agences. La première, c'est W, donc qui est une agence justement spécialisée sur la création de marques en particulier et qui a un gros focus sur les sujets retail. Et une deuxième qui s'appelle Rosa Paris, qui elle est spécialisée sur les campagnes de pub et en particulier sur les réseaux sociaux. Ouais, deux agences qu'on connaît bien du groupe et sur J'ai un pote de la com. J'aimerais bien savoir un peu la relation que vous avez avec ces agences-là. Est-ce que aujourd'hui, dans votre manière de travailler, il y a un référent de l'incubateur Avas ou est-ce que vous êtes en direct avec les agences et que vous voyez régulièrement? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en mars prochain, on organise en fait avec ces 2 agences un événement commun lors duquel on doit présenter, en tout cas, on a l'envie de présenter les projets sur lesquels on a travaillé en commun. Pour y arriver, on a mis en place en fait une organisation, un certain nombre d'échanges au quotidien. Une sorte de roadmap. On a effectivement mis en place une roadmap, en bonne entente. Globalement, on va en fait travailler sur des projets de recherche lors de missions qui effectueront justement ces agences. Et donc en fait, nous, on intervient justement pour les aider à comprendre les usages des consommateurs, les besoins réels des gens, les feedbacks par rapport aux prototypes que les agences peuvent créer. Et l'idée, c'est juste qu'en mars prochain, au-delà simplement des réussites sur les 6 derniers mois, c'est de aussi créer en fait tout ce qui va nous permettre de devenir le partenaire de référence sur les prochaines années de ces agences. Ouais, l'idée c'est pas uniquement de faire du one shot, c'est de se positionner, de se dire on a été incubé avec Avas pendant 1 an, on a bossé avec les agences, ça serait bien qu'on continue avec elles, d'être une solution en plus qui les accompagne. C'est une belle finalité en tout cas. Moi j'ai une question sur l'évolution de ton état d'esprit, sur la mise en place de tes compétences au service de cette boîte-là. Pourquoi travailler dans l'univers de la com, enfin du marketing au global? Pourquoi cet attrait-là? Tu vois, tu nous as parlé de ton attrait pour les chiffres, pour les sciences, etc. Pourquoi les mettre au service de la publicité? Tu vois, ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être la fintech, ça aurait pu être... t'es passé en finance aussi, tu vois. Donc, pourquoi ce petit changement de direction vers l'univers de la publicité? Entre guillemets, hein, même si vous n'êtes pas un outil de publicité, mais ça permet de réajuster certaines pubs, du coup. Alors en fait, moi, ce que j'aimais particulièrement dans les mathématiques, c'était le principe de démonstration, le pourquoi d'un résultat. Ce pourquoi des choses, c'est quelque chose qui, effectivement, m'a toujours intéressé dans les mathématiques dans un premier temps et après dans mes expériences professionnelles. Et c'est aussi pourquoi j'ai voulu me lancer dans un métier qui m'intéressait particulièrement, qui s'intéressait justement au pourquoi des choses, le pourquoi de la publicité, le pourquoi d'un nouveau produit, le pourquoi d'une nouvelle plateforme, mais aussi le pourquoi potentiellement d'un nouveau podcast pour vous. Un peu plus de réflexion, je vais pas dire de psychologie forcément, mais de réflexion par rapport à de la finance, par exemple, où c'est hyper dématérialisé, que justement le sens, le pourquoi on fait ça peut se poser. Exactement. Moi, j'avais pas spécialement en fait d'affinité avec le secteur de la fintech. C'est tout simplement un secteur qui me faisait pas marrer. Pourquoi pas un jour effectivement entreprendre sur d'autres sujets. Mais j'ai voulu, en tout cas, pour ma première aventure entrepreneuriale, aller justement sur un sujet qui me faisait vraiment marrer, qui me plaisait réellement, auquel je croyais réellement et aussi avec lequel j'avais une véritable affinité et l'impression de pouvoir apporter quelque chose. Et donc, en fait, ça s'est fait extrêmement naturellement et aussi progressivement, étape par étape.
Et in fine, effectivement, j'ai fini par entreprendre dans le métier justement de la recherche. C'est hyper intéressant, hein, cette vision, et je trouve que ça amène un produit qui fait sens et qui est bien pensé au final. Tu vois, c'est pas une solution qui est apportée directement pour uniquement apporter un élément financier, faire plus d'argent. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment de ce que tu me racontes là et de ce qu'on voit avec votre outil. Il y a vraiment la volonté d'accompagner les marques, d'accompagner les agences sur comment on fait des choses mieux. Et tu l'as dit, hein, un secteur qui te fait marrer, et en tout cas qui te plaît peut-être plus. Ça fait plaisir à entendre, surtout quand on voit un peu les gens se poser des questions sur nos métiers, sur le sens de nos métiers, avec toujours un peu trop de tech, moins d'humains, etc. Mais au final, ça fait du bien d'entendre parler sur ces sujets. Aujourd'hui, avec Tactics, vous avez quel type de clients? C'est du grand groupe, c'est de l'automobile, c'est de la food, t'as parlé d'un peu de retail, c'est quoi aujourd'hui? Alors disons, il y a eu 2 étapes. Il y a eu avant Havas et après Havas. Avant Havas, donc on était vraiment une toute jeune entreprise. Nous, notre objectif, c'était le plus rapidement possible d'avoir des clients, des utilisateurs. Et donc, on a commencé par démarcher de plus petites structures, donc des startups, mais aussi auprès de, disons, personnes qu'on connaissait de notre entourage ou bien de l'entourage de notre entourage pour justement le plus rapidement possible avoir des clients. Après Havas, le projet a pris une toute autre dimension. On a en fait tout de suite été mis en relation avec des structures qui étaient plus importantes, qui avaient plus de maturité, plus de budget aussi, mais aussi de besoins par rapport à ce qu'on proposait. Aujourd'hui, on travaille effectivement pour des grands comptes via justement nos agences partenaires. Et en parallèle de cela, ça nous a aussi donné la crédibilité suffisante et nécessaire pour aller aussi adresser de plus grosses structures. Aujourd'hui, on a notamment dans nos clients Leroy Merlin. En fait, aujourd'hui, on est capable justement de répondre aux besoins de plus grosses structures, de plus gros corporates. Vous accompagnez les clients des agences, notamment, ou il y en a que vous activez de manière autonome? On fait les deux. C'est vrai qu'aujourd'hui, Havas, via ses agences, nous apporte énormément justement d'opportunités. Globalement, sur chacune de leurs missions, en tout cas lorsque ça s'y prête, ils nous proposent à l'intérieur justement de leurs solutions et de leurs dispositifs. Mais on souhaite aussi, nous, de notre côté, avoir notre activité commerciale. Et c'est pour ça qu'on continue justement à quand même, en parallèle de cela, démarcher, discuter, parler, faire des propositions à d'autres entreprises qui sont complètement indépendantes des agences du groupe Havas. Toi, aujourd'hui, tu es responsable produit, tech et services. Tu es en charge du développement commercial ou pas du tout? Pas du tout. Alors, c'est vrai qu'on est, mine de rien, une jeune entreprise. On n'est pas encore énormément. Donc, avec mon associé, ça peut arriver effectivement qu'on soit à 2 pour faire des propositions, pour rencontrer des clients potentiels, pour aller pitcher la solution. Mais moi, effectivement, mon focus, c'est de créer une expérience qui soit la plus désirable possible. Et donc, ça passe par non seulement le fait de créer, de designer une solution d'un point de vue, tech, qui soit cool. C'est toi un petit peu qui mets les mains dans le cambouis, t'es le dev. Et ce qui est bien, c'est que t'as la vision aussi produit de l'extérieur, tu vois. On sent que tu sais où tu vas amener le produit, et en même temps, t'es capable techniquement de le faire. Tu vois, moi, si j'ai une idée demain, techniquement, je peux pas la faire. Tu vois, je sais pas coder, etc. Donc, toi, t'es un petit peu les deux là-dessus. Exactement. Moi, c'était vraiment quelque chose que je voulais à l'intérieur de mes formations. C'était d'être le plus autonome et le plus à même de concrétiser, créer quelque chose que j'avais en tête. J'ai fait l'ESCP lors desquels j'ai eu des super cours de marketing, de finance, où je me suis fait aussi un super réseau, mais j'avais pas forcément ces compétences pour en fait créer quelque chose de concret qui soit utilisable et surtout qui soit commercialisable. Et c'est pour ça que juste après l'ESCP, j'ai voulu compléter ma formation avec un bootcamp en développement web. J'ai fait le wagon à Barcelone pendant 3 mois, où effectivement j'ai appris à coder en full stack, le back-end, le front-end. J'ai commencé par en fait créer une sorte de Tinder des événements, en fait, pour swiper. En B2B? En B2C. B2C, ouais, trop bien. L'idée, en fait, c'est de permettre à des gens comme toi et moi de savoir ce qui se faisait dans les alentours et en fait. Bon, là, c'est bien. Au final, il y a plus grand chose au final au moment où tu l'as lancé. Enfin, t'as essayé de le lancer ça quand? Non, j'ai essayé de le lancer en 2017. Ouais, bon, ça va. Mais effectivement, aujourd'hui, ça aurait été un peu plus compliqué. Aujourd'hui, il y aurait un petit peu moins d'offres, on va dire. Mais c'est hyper intéressant. On sent toute la fibre entrepreneuriale, mais on la sent assez naturelle, tu vois. Je la sens pas forcée ou parce que t'as fait ESCP Europe, il faut monter sa boîte, il faut être entrepreneur. Et peut-être que dans 2 ans, ce sera fini, on s'en fout. Je sens plutôt l'inverse. Je sens tu me dis si je me trompe, hein, mais je pense pas. Je sens, tu vois, une certaine détermination. T'as fait le wagon.
Wagon, c'est une formation assez intensive, t'es assez autonome. T'as dit, voilà, j'ai fait du commerce, maintenant, il faut que j'ai une patte dev, technique pour être autonome. Et ça, cette recherche d'autonomie, elle est synonyme de liberté, tout comme l'entrepreneuriat. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Moi, j'ai une question qui va enchaîner avec ce que tu me racontes là. C'est une question qu'on retrouve dans chaque épisode de Charbon. Est-ce que tu peux me définir le terme de charbonner ? Pour toi, c'est quoi aller au charbon ? Alors j'adore cette expression, je suis un grand passionné de rap, donc effectivement, tout de suite quand tu me parles de charbonner, j'ai plein d'images qui me viennent en tête. Moi, dans mon cas perso, charbonner, c'est agir avec constance vers un objectif. En particulier dans l'entrepreneuriat, on peut avoir plein de bonnes nouvelles, de mauvaises nouvelles au quotidien. Et pour moi, ce qui est important justement dans le fait de charbonner au quotidien, c'est de ne pas s'extasier lorsqu'il y a quelque chose de positif et ne pas baisser les bras, être abattu lorsqu'il y a quelque chose de négatif, mais plutôt essayer de, au quotidien, travailler avec constance, agir avec constance, essayer de gérer ses émotions le plus, simple possible. Et donc, je dirais ça comme définition. Mais c'est hyper intéressant. Tu sais, on a à chaque fois des nouvelles réponses, des nouvelles définitions. C'est hyper intéressant et c'est pour ça que cette question-là me plaît particulièrement et je pense aussi plaît à nos auditeurs. Donc voilà, une sorte de constance dans la manière de bosser. Il y a des hauts, des bas. C'est pas que une phrase, c'est une réalité quand t'es entrepreneur. Pas s'extasier quand il y a des hauts, pas baisser les bras quand il y a des bas. C'est hyper intéressant. Je pense que c'est bien à noter aujourd'hui. On arrive à la fin de cet épisode. J'aimerais bien, si tu le veux, que tu nous donnes un dernier conseil pour ceux qui ont envie de se lancer. Tu vois, t'as fait une école très bien. Ça peut faciliter des choses. En même temps, c'est une très bonne école. Donc, faut mériter l'accès à cette école aussi. Donc, ça demande du boulot en amont. Mais ceux qui ont envie de lancer un projet, qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que tu leur souhaites? Qu'est-ce que tu peux leur proposer comme conseil concrètement? Je pense que j'en ai deux. Je suis passé par là, donc je me rends compte en fait à quel point c'est compliqué, stressant, incertain de lancer un projet. La première chose que je conseillerais, c'est de ne pas trop s'attarder sur ce qui ferait que votre projet soit un échec. Il y a 1 milliard de possibilités, de choses qui feraient justement que votre projet ne finisse pas en fait en une start-up extrêmement successful. Et j'aime bien la phrase notamment qui dit ils savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et c'est vrai, en fait, lorsqu'on s'attarde sur ce qui est négatif, sur ce qui n'ira pas, sur les difficultés qu'on va rencontrer, c'est pas la meilleure façon justement de démarrer. Et la deuxième que je recommanderais, c'est d'essayer au minimum d'écouter des gens qui ne sont pas en lien en fait avec votre projet. En particulier, si vous proposez une solution auprès d'une population qui est très spécifique, tous les conseils, toutes les remarques qui peuvent vous être remontées par des gens qui sont pas du tout dans votre cible, essayez au maximum de ne pas les entendre, puisque c'est pas à ces personnes-là que votre offre sera destinée. Ouais. Donc, ouverture d'esprit, évidemment, remise en cause, évidemment, mais pas forcément tout balancer sur son business model ou sur son appli si les gens qui ne sont pas concernés nous disent non, ça marche pas. Si ta mère te dit je comprends pas comment ça marche, etc., si ton frère ou tes collègues te le disent, ça veut pas dire qu'il faut prendre en compte. En tout cas, prendre en compte, oui, ça veut dire qu'il faut réajuster en fonction de ça si c'est pas le public cible. On est d'accord. Mais c'est hyper intéressant et je pense que c'est important d'avoir cette prise de conscience-là sur le lancement. Il faut y aller. Quoi qu'il arrive, il va falloir bosser. Et en même temps, prendre la température auprès d'un public et en même temps, à l'inverse, ne pas non plus tout conditionner sur est-ce qu'on est validé ou pas par quelqu'un qui ne va pas utiliser ton app ou qui n'est pas dans l'audience cible. C'est quand même important de le rappeler. Mais c'est du bon sens et en même temps, c'est bien de le rappeler, de se dire quelqu'un qui n'a rien à voir avec ton projet, il est pas forcément... je dirais pas légitime, mais il a pas forcément le regard qu'une autre personne du public que tu vas cibler aurait. Donc je trouve ça hyper intéressant. Merci Pierre-Alexis. On arrive à la fin de cet épisode de Charbon. Je rappelle que tu es CEO et cofondateur de Tactics. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je rappelle que cet épisode fait partie de la hors-série en collaboration avec Ava Startup Accelerator. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est bon pour le référencement et ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à très bientôt.